C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Nous recevons cette semaine le philosophe Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le 8 juin prochain sort au cinéma votre film Peshmerga. C'est un film de guerre, de vraie guerre, avec ses absurdités, ses petites victoires, ses morts, ses tragédies, ses impuissances et ses héros. Ces soldats du Kurdistan irakien qui luttent contre Daesh. Pendant 6 mois, vous les avez suivis le long de la frontière du sud au nord. Je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce. C'est vous. Hein? Maybe down. It's not good. Les fous de Dieu seraient-ils meilleurs terroristes que combattants? Nous aurons passé 6 mois sur la route de cette guerre à vouloir comprendre. عجب لباش بزند هندی پشمرگه هیا دی براوانیش آخو خاکت و هر بوستا که داعش لسر بد پشمرگه بر هوا خوا گوری و آخی بکر. Voilà, on reconnaît votre voix off, bien sûr, dans le film. Alors, c'est un film qu'il faut voir parce qu'il permet de comprendre le combat de ces hommes qui luttent avec leurs moyens, donc très faibles, l'ennemi mondial. Et ils semblent effectivement bien seuls face à un ennemi quasi invisible, même s'il y a, on en parlera, la coalition. Alors, il y a quelques semaines, vous avez emmené les généraux kurdes à voir François Hollande dans son bureau. Et déjà, on entend certains politiques crier au secours, BHL revient, et de demander dans quelle aventure celui qui a influencé Nicolas Sarkozy sur la Libye va-t-il encore nous emmener? Alors ma question, bien sûr, pourquoi ce film qui est un vrai parti pris? Pourquoi ce film? Parce que ces femmes et ces hommes sont admirables, parce qu'ils sont les seuls à mener vraiment la guerre que nous ont déclaré les salopards de l'État islamique, parce que ce sont eux qui nous protègent et eux qui, demain, je l'espère, vont défaire ces voyous, et parce que je pense qu'il faudrait les aider davantage à nous défendre. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce film. Et j'ai fait ce film aussi parce que je suis par ailleurs incroyablement impressionné par l'exception kurde. Au cœur du Proche-Orient, dans un pays à majorité musulmane, la place des femmes, la tolérance à l'endroit des autres religions, la fierté avec laquelle on brandit les traces de la mémoire juive, le soin avec lequel on défend et la passion avec laquelle on défend les chrétiens, ceux qui restent du christianisme d'Orient, etc. Pour toutes ces raisons-là, c'est vrai que je me suis engagé à corps perdu dans ce film. Alors avant de passer la parole à Jean-Marie Colombani, peut-être comment vous expliquez cette exception kurde? Ce sont des musulmans. Comment et pourquoi ont-ils été immunisés en quelque sorte contre l'islam radical? Écoutez, peut-être parce qu'ils en ont beaucoup souffert, peut-être parce qu'ils ont souffert pendant des décennies d'une forme d'impérialisme arabe, l'arabisation forcée de certaines des villes ou des villages que je traverse, parce qu'ils ont une culture à la fois d'enracinement et d'exil, parce qu'ils sont à la fois patriotes et cosmopolites. Voilà, tout ça les immunise contre la tentation djihadiste. Djihadisme est un mot qui, pour eux, chez ces musulmans-là, ne veut rien dire. Ou ça veut dire ce que ça veut dire théologiquement, c'est-à-dire l'effort spirituel, mais certainement pas le sens que le mot a chez les fous de Dieu. On va revenir sur le terrain, sur la guerre, etc. Mais pour faire retour sur la question initiale de Roselyne, dans quelle aventure allez-vous vous engager ou allez-vous nous engager, toute proportion gardée,
c'est évidemment en référence à l'opération libyenne, intervention libyenne, succès militaire de cette intervention libyenne. Et puis ensuite, aujourd'hui, ce que l'opinion considère, c'est que de cette intervention est né le chaos. Le chaos actuel où est en train de se réinstaller Daesh d'ailleurs. Donc voilà, quel regard, j'allais dire presque autocritique, portez-vous, si vous en portez un, autocritique, sur cette période-là, sur cet épisode libyen, pour qu'on puisse après tranquillement, enfin tranquillement, tout est relatif, parler des Peshmerga et de ce qui se passe en Syrie et en Irak. En Libye, Daesh ne s'installe pas, Daesh recule en ce moment. Daesh recule en Libye. Deuxièmement, le chaos, moi ce qui me dévaste, c'est plus encore que ce qui se passe en Libye, c'est ce qui se passe en Syrie. Le chaos syrien. Les millions de personnes arrachées à leur terre et cherchant un asile précaire au Liban, en Jordanie et en Europe. Et tout ça, c'est quoi? C'est le fruit de la non-intervention. Voilà. Il faut se le rappeler, ça, tout de même. Qu'est-ce que le Kurdistan? C'est une autre histoire. Là, il ne s'agit pas de libérer un peuple d'une dictature, il ne s'agit pas d'ingérence, il s'agit de nous défendre nous-mêmes. C'est-à-dire, je crois que si nous prenons, ou bien nous sommes en guerre, ou bien nous ne le sommes pas, ou bien nous pensons que nous avons affaire à une sorte d'État implacable, terroriste et qui représente un nouveau fascisme, c'est mon cas, c'est le cas de beaucoup de nos concitoyens, l'État islamique. Dans ce cas-là, il faut se donner les moyens de les combattre. Or, aujourd'hui, vous pouvez prendre le problème dans le sens que vous voulez. Les seuls à combattre l'État islamique, c'est les Kurdes. Donc, ou bien on les laisse tomber. La coalition, La coalition, bien sûr. La coalition, c'est une coalition qui vient en appui. On la voit peu dans votre film, hein. On voit 2-3 avions. On voit souvent des avions. Non, au contraire, je montre le film montre systématiquement comment dans chaque bataille importante, il y a l'aide de la coalition, un appui aérien qui marque en général le début des opérations, puis l'occupation du terrain par les forces kurdes. Non, je montre ce que je vois. Il y a dans le film d'ailleurs, j'entre dans une salle de commandement de la coalition où on voit des officiers américains, français, canadiens, avec des Kurdes. La coalition, elle existe, la coalition kurde et occidentale. Ce que je pense, c'est qu'elle n'existe pas suffisamment pour, en Syrie, prendre vraiment Raqqa. Ça semble se dessiner pour... C'est en cours, enfin c'est en cours, ça vient de démarrer. Raqqa, ça vient de démarrer, tant mieux, enfin. Et puis, j'aimerais qu'il se passe la même chose à Mossoul. C'est-à-dire que la coalition aide suffisamment les Kurdes et l'armée irakienne pour leur permettre de libérer Mossoul de cette emprise. Mais Mossoul, vous dites qu'il faut une coalition oui, c'est d'ailleurs un moment important du film où on voit que les soldats et les troupes kurdes sont juste au-dessus de Mossoul, à portée de tir. Et pourtant, ils disent on ne peut pas y aller parce qu'on n'a pas la capacité de prendre la ville. Et donc là, on voit très exactement l'illustration de... Et vous dites que c'est une coalition sunnite qui doit le faire. Oui. Ce que me disent les Kurdes et ce que je vois et ce que je rapporte dans ce film, c'est que prendre Mossoul, dévaler les collines, faire reculer l'État islamique comme il a reculé partout ailleurs. Chaque fois que les Kurdes ont livré bataille, l'État islamique s'est débandé. Donc prendre Mossoul, c'est pas dur. C'est militairement à portée des Peshmerga. En revanche, occuper la ville, la faire fonctionner durablement, ça les Kurdes disent, c'est pas nous qui pouvons le faire. On ne veut pas se charger de ça. On ne va pas se transformer en une armée, en quelque chose qui serait perçu comme une armée d'occupation. Donc, pour que l'État islamique, qu'on lui casse véritablement les reins, c'est-à-dire pour prendre Mossoul, il faut une coalition tripartite, les avions occidentaux d'une part, les troupes au sol kurdes d'autre part, et une armée arabe sunnite, enfin venant de pays arabes sunnites, lesquels, qui pourraient occuper durablement Mossoul. Voilà, ça marchera comme ça. Mossoul, dont il faut rappeler que c'est la capitale, entre guillemets, de l'État islamique.
Capitale d'État islamique, c'est aussi c'est une ville qui, pour la chrétienté du monde entier, a une signification énorme. Cette région, la plaine de Ninive, c'est une région qui est très importante pour les débuts de la chrétienté, où vous avez les tombeaux que nous filmons, de Naoum, de Jonas, de plusieurs autres prophètes. Donc on est là dans un carrefour de civilisation, dans un lieu d'immense importance stratégique, et on est surtout, Mossoul, dans le quartier général où sont programmés les attentats du Bataclan, de l'Hypercacher, de Charlie Hebdo et de Bruxelles. Donc c'est d'une importance extrême. Les Kurdes peuvent la prendre, mais ils ne peuvent pas l'occuper. Cela dit, donc là, on suit les troupes kurdes avec vous, les généraux kurdes. On participe, grâce à vous, de leur combat. Et pourtant, leur objectif n'est pas exclusivement de repousser Daesh ou de vaincre Daesh. Les Kurdes ont un objectif national. Ils sont partagés entre les Kurdes que l'on suit, qui sont les Kurdes d'Irak, mais il y a aussi des Kurdes en Iran, il y a des Kurdes en Syrie, et il y a des Kurdes surtout en Turquie. Et donc leur objectif à terme, ce pourquoi ils se battent aussi, c'est pour réussir. Or ça paraît vraiment, c'est mission impossible, compte tenu de la relation entre les Kurdes et le gouvernement turc actuel. On a vu ce qui s'est passé en Syrie également, et l'Iran n'est pas... Enfin, je veux dire, c'est un cas de figure assez impossible. Donc, oui, mais c'est pas tout à fait ça. C'est vrai qu'il y a un patriotisme kurde scellé dans des siècles de mémoire, de poésie, de littérature et de gestes militaires, c'est vrai. Mais c'est un patriotisme mesuré, c'est un patriotisme lucide. Et je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai rencontré peu de Kurdes irakiens qui pensent qu'il va y avoir demain un grand État kurde unifiant les 4 fragments. C'est pas leur but aujourd'hui. Ils savent que c'est extrêmement... le grand Kurdistan, ça reste en effet une idée un rêve. Peut-être une chimère, mais ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Si vous interrogez, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, à la fois des hommes simples et des responsables militaires et politiques, ils voient plutôt une espèce de fédération de régions confédérées. C'est-à-dire, je pense que le rêve serait un KRG, le Kurdistan irakien, beaucoup plus autonome de l'Irak qu'il n'est aujourd'hui. C'est ça, en fait, l'objectif, c'est ça aussi, en Irak. Oui. C'est de s'affranchir de la tutelle... L'objectif, c'est de sortir de cette situation absurde. Vous avez l'Irak, qui est un vrai État, sauf qu'il n'en a aucune des caractéristiques. À part le fait d'être représenté à l'ONU et de voter à l'ONU, c'est un État failli, c'est un État en débandade. Et de l'autre côté, vous avez le Kurdistan, qui n'a pas la dignité officielle d'un État, mais qui a tous les attributs de l'État. Qui a une vraie armée, qui a une vraie conscience nationale, qui a un vrai sentiment d'unité. Donc, il y a là une espèce d'injustice, à la fois historique et géopolitique. Donc, c'est vrai, et je pense qu'ils ont raison, les Kurdes d'Irak souhaitent échapper à cette emprise absurde de ce qui reste de l'Irak. Les Kurdes syriens, la même chose d'ailleurs. Et ils ont d'ailleurs conquis récemment, on vient d'ouvrir il y a quelques jours à Paris, leur représentation régionale, une indépendance régionale, le Kurdistan syrien. Mais là encore, je ne vois pas, pour ça, où est-ce qu'il va nous entraîner ? Il n'y a pas ce nationalisme hystérique que certains croient, et notamment M. Erdogan, le sultan, le nouveau sultan de Turquie, ou le Poutine turc, disons, ou le tsar de Turquie. Il n'y a pas ça. Je trouve les Kurdes beaucoup plus raisonnables que ne le disent leurs adversaires. Est-ce que vous êtes fasciné aussi par les Peshmerga, parce que, dans le fond, quand vous dites islamo-fascisme, ça peut rappeler le nazisme, Daesh ? Ah ben oui, c'est pas que ça peut rappeler. Il peut y avoir pire. Moi, je crois que c'est la dernière perle lâchée par la grosse huître du fascisme, bien sûr. Et ça l'est d'ailleurs mécaniquement. Vous savez, le monde, le Proche-Orient, c'est la seule région du monde où il y a eu du nazisme dans les années 30. En particulier les frères musulmans. Mais où, après la Seconde Guerre mondiale, on a créé l'illusion, l'idée fausse qu'il n'y en avait jamais eu. Comme Tchernobyl, qui s'était censé s'être arrêté à la frontière française, il y a eu cette idée
que le nazisme s'était arrêté aux frontières du Proche-Orient. Donc, il y a eu un nazisme dans les années 30. En 1945, on a décrété qu'il n'y en avait jamais eu. Résultat, c'est le retour du refoulé, il revient. Et le retour du refoulé de cette part proche-orientale du nazisme, qui était par exemple les frères musulmans, c'est aujourd'hui Daesh, bien sûr. Enfin, c'est le djihadisme dans ses diverses formes. Donc, c'est pas seulement que ça fait penser au nazisme, c'est que c'est vraiment Un avatar. un avatar du nazisme, je le crois. Merci, on se retrouve avec vous, on continue cet entretien, bien sûr, mais tout de suite, un flash d'information.